Ok, donc maintenant on va passer à la correction de ce problème d'arithmétique sur les répunites. Alors déjà, je vais vous expliquer d'où est-ce qu'il vient ce problème. Alors initialement, je voulais partir donc de ce dossier d'Oral 2, donc de 2009, de la session 2009. Donc vous allez reconnaître beaucoup de choses si vous avez travaillé le truc, d'accord. Donc voilà, mais il vous demandait juste, donc je justifiais l'égalité. Enfin voilà, ça c'était l'exercice proposé au candidat. Vous pourrez le retrouver sur. Là, je suis sur le truc du jury 2009. Le rapport du jury où il y a les sujets, et voilà, donc il vous demandait de... Ça c'était censé être un exercice de terminale, donc euh, voilà, et puis... alors à l'époque, les sujets étaient quand même beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, hein. C'était pas sujet terminal facile, hein. Alors en plus, donc ce sujet, il a été repris en fait au sujet de baccalauréat en 2016. Donc là, je suis sur le site de l'APMEP, Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Donc vous devez connaître a priori. Donc il y a plein de sujets, etc. de corriger, enfin, donc pour les épreuves de maths. Et donc là, c'est le sujet donc d'Amérique du Sud, hein, 2016. Et donc voilà, l'exercice qui était pour ceux qui avaient suivi l'enseignement de spécialité, c'est-à-dire SP maths, quoi, et ben c'était le même, mais on a un peu plus détaillé, d'accord. Voilà, alors bon, ici ils ont fait comme ça, voilà. Bon, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un petit peu ça, et je vous ai en plus ajouté donc ce que j'ai trouvé dans le livre de euh, Matix, mais c'est une édition d'avant, collection d'avant, donc en terminale S, c'était l'édition de 2006. Il y avait un TP, donc il n'y avait pas d'éléments, mais bref, sur un TP où il y avait la dernière partie. Donc en gros, les trois premières parties, c'est de la terminale, et puis CAPES de maths, mais plus détaillé. Euh, et sinon, la dernière partie, c'est donc la version Matix TP transformée en TD. Une seconde. Ok, alors allons-y. Donc, répunite, répétition de l'unité, donc des nombres qui ne s'écrivent que avec des 1. Donc N1 c'est 1, mais en fait celui-là c'est le seul qu'on va vraiment oublier. Et puis N2 c'est 11, N3 c'est 111, etc. Donc dans tout le texte, hein, si jamais je précise pas, c'est que des entiers naturels. Et donc je vous dis pour les P, on ne considère pas N1 qui n'a aucun intérêt, hein, 1, mais sinon on commence à N2 et les autres. Ok. Donc là on vous a rappelé donc que NP c'était 1 P fois, et donc ça s'écrit le chiffre d'unité, plus le chiffre des dizaines fois 10, le chiffre de centaines fois 100, etc. C'est-à-dire, donc, comme tous les chiffres, hein, c'est 1 là, donc ça fait la somme de 0 à P-1 de 10 puissance K ici. Voilà, puisqu'il y a P chiffres. Ok. Alors, dans cette partie, on s'intéresse à savoir, donc la première chose, c'est la primalité. On va tester la primalité de ça, puis on va regarder des diviseurs de Repunit, puis on va montrer que ce ne sont jamais des carrés avec un critère qui est assez classique. Et enfin, donc, quand je prends un nombre entier naturel, est-ce qu'il a un de ses multiples qui est un Repunit, qui s'écrit donc que avec des 1, d'accord. Alors voilà, donc les nombres n2, n3 et n4 sont-ils premiers? Alors n2, 11, bah oui, hein, on sait que 11 c'est premier. 111, ça risque pas, puisque 1, 2, 3, enfin, c'est divisible par 3, quoi. Et n4 non plus, parce que vous voyez que là c'est 11, 11, donc c'est 11 fois 1, 0, 1, 101. Vous êtes d'accord? Bon, sinon vous regardez avec la calculatrice et vous voyez que c'est divisible par 11. Ok, écrire un algorithme pendant en entrée, l'entier naturel P, voilà, strictement plus grand que 1, et en donnant en sortie N, si NP est premier, donc ça dit est premier, et sinon ça dit non. Ok, donc on va devoir faire un test de primalité. Donc je vous rappelle le petit critère sur le test de primalité. Le plus simple, hein, c'est de dire qu'un entier P, alors attention, c'est pas le même, hein, est premier si et seulement si il n'est divisible par aucun des nombres entre 1 et P-1, d'accord. Évidemment, P il est divisible par 1, comme tout le monde. Il est divisible par lui-même, ok, mais pas par aucun de ceux qui sont strictement compris entre 1 et P, donc entre 2 et P-1. Ok. Voilà, donc c'est le test que je vous propose. Donc déjà, évidemment, on va demander... Alors, c'est pas en Python, hein, c'est juste du pseudo-langage, quoi, en français. Donc on va entrer un naturel P, et puis le test, hein, à la fin, si jamais on a test est vrai, alors on va afficher il est premier, et sinon on va afficher n'est pas premier, d'accord. Donc je vais avoir une variable test ici, qui va valoir vrai si jamais je n'ai pas trouvé de, de diviseur ici, et puis sinon, si jamais j'ai trouvé un diviseur, et ben je dois changer la valeur de test de vrai, passer à faux, ou un truc comme ça.
Ok, donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser ma variable test à vrai au départ, paf, d'accord. Et puis après je vais prendre pour k allant de 2 à p-1, alors j'ai mis i, voilà, allant de 2 à p-1, faire, si jamais i divise p, alors je fais changer mon test en faux, ok. Si i divise p, alors test, la variable test, ah oui c'est un petit t, devient faux. D'accord. Et donc voilà, donc vous avez initialisé test à vrai, d'accord. C'est-à-dire a priori vous dites il est premier, vous testez si jamais vous avez trouvé un de ces nombres-là qui divise p. Si oui, alors bah, c'est qu'il n'est pas premier, vous transformez votre variable test, donc avec un petit t, en faux. Et puis vous testez à la fin, si jamais il est toujours vrai, alors vous affichez est premier, et sinon vous affichez n'est pas premier, d'accord. Voilà, le seul truc à faire attention, c'est donc ici le égal, c'est l'affectation, c'est-à-dire que à ma variable appelée test, je lui colle la valeur vraie ou la valeur fausse, d'accord. Et c'est le même test, hein, petit t. Et ici, ce n'est pas l'affectation légale, le double égal, c'est la condition, c'est-à-dire on regarde est-ce que dans la variable test, prend la valeur vraie ou pas. Ok, on peut dire que test c'est un booléen, bon, pas beaucoup d'importance. Voilà, alors ce test il est vraiment très simple, hein, il n'y a rien de spécial. Vous savez normalement que le test de primalité, on peut s'arrêter à racine de p, d'accord, puisque si deux nombres, le produit de deux nombres fait p, l'un des deux est forcément inférieur ou égal à racine de p. Donc voilà, on peut aller un peu plus vite, faire le pour jusqu'à racine de p, mais bon, moi j'ai pas envie de m'embêter ici, donc voilà. Alors question suivante, il faut montrer que np c'est 10 puissance p moins 1 sur 9, ok. Donc bon, bah, c'est simple, hein, on vous a rappelé que np c'était donc 1 p fois, et donc ça s'écrivait sous forme comme ceci. Bah, vous reconnaissez clairement la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison 10, d'accord. Bah voilà, c'est tout. Donc par la formule de la somme des premiers termes d'une suite géométrique, on a quoi. On a que, alors c'est premier terme, bah, 10 puissance 1 c'est 1, fois, donc après c'est 1 moins 10 puissance le nombre, la raison, donc 10 puissance le nombre de termes, il y en a p, donc 1 moins 10 puissance p, divisé par 1 moins la raison, 1 moins 10, ok. Voilà, ça vous fait donc 1 moins 10 puissance p sur moins 9, bon ok, on change pour avoir 9 ici, donc 10 puissance p moins 1. Ok, bah pas de difficulté pour ça. Alors question suivante, il faut montrer que xn est égal à ceci, d'accord. Donc en terminale elle est donnée, ou voilà. Là je voulais quand même vous la faire montrer pour avoir CAPES, hein. Alors ce que je vous propose c'est de raisonner par récurrence sur l'entier naturel n, je pense que c'est le plus simple ici, enfin en tout cas le plus formel. Parce que le plus simple en fait vous dispatchez ça, vous faites trois petits points, d'accord. Vous faites moins machin en présentant bien, d'accord, en mettant bien sous les colonnes. Ici vous avez xn, quand vous faites fois x1, vous avez xn plus xn moins 1 plus x, etc. plus x, et après vous faites en dessous moins 1, donc là vous le mettez ici, moins xn moins 1, moins xn moins 2, etc. Vous les décalez tous pour bien avoir la simplification. Sinon, donc formellement, vous faites la raisonnement par récurrence. Donc oui, ça commence à 1, donc initialisation, hérédité, conclusion. L'hérédité, hein, on suppose la formule vraie pour 1 rang n plus grand que 1, et puis on va la démontrer au rang n plus 1. La conclusion, je l'ai déjà mise ici. Donc bah, allons-y pour n est égal à 1, donc là j'ai x moins 1, qui doit être égal à, est-ce qu'il est égal à x moins 1 fois, et là, donc c'est 1 moins 1, 0, donc 1, et voilà, la formule se termine ici, puisqu'elle se termine à 1, d'accord. Donc voilà, donc je dis juste que x moins 1, c'est bien x moins 1 fois 1, d'où la formule est bien vraie au rang n égale à 1. Ok, l'hérédité. Alors, pas si simple que ça, mais bon, parce qu'on commence par xn plus 1 moins 1. Alors, il faut faire apparaître évidemment notre hypothèse ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait moins xn plus xn, d'accord. Donc, j'ai fait xn moins plus 1, donc lui, moins xn plus xn, d'accord. Là, ça fait bien 0, moins 1. Ok, comme ça, je fais bien apparaître mon xn moins 1 ici. Donc là, j'utilise mon hypothèse de récurrence, x-1 fois tout ce truc-là. Et puis de xn plus 1 moins xn, j'ai évidemment factorisé xn, en facteur de x-1 fois ça. Ok, et puis là, vous voyez que vous avez les deux x-1 que vous pouvez mettre en facteur. Donc ça vous donne quoi? Ça vous donne que xn plus 1 moins 1, ça fait x-1 facteur de, alors lui, c'était le xn plus, et puis xn moins 1, xn moins 2, etc. D'accord? Ça vous donne bien la formule au rang n plus 1. Et donc la conclusion que vous connaissiez au début. Alors, ensuite, donc on se propose de démontrer que si P n'est pas premier, alors NP n'est pas premier non plus, d'accord. Donc on va supposer P est pair, c'est-à-dire on note P est égal à 2Q, où Q c'est strictement plus grand que 1, attention, N2, hein, c'est-à-dire 11, on avait vu
lui il est premier, hein, d'accord. Mais tous les multiples après stricts de 2, c'est-à-dire 4, etc., N4, etc., ne peuvent pas être premiers. Ok, de montrer que NP est divisible par N2, c'est-à-dire par 11. Donc on doit démontrer ceci. On doit démontrer que si P est égal à 2Q avec Q strictement plus grand que 1, c'est-à-dire que c'est un vrai multiple de 2, hein, c'est pas 2 quoi, alors montrons que N2 divise NP. Ok, alors je vais le faire sur plusieurs formes, plusieurs méthodes différentes. Donc la première, hein, pour si vous n'avez pas trop d'idées, on va y aller par tâtonnement, c'est-à-dire on va essayer N4. Hein. Alors N4, on sait déjà que c'est 1111, d'accord. Et puis on avait vu que 1111, ça s'écrit 1111, d'accord, comme ça, hein, en base 10. Donc ça veut dire N2, N2, c'est-à-dire N2 fois 100, celui-là, c'est N2 fois 100 plus N2. Vous êtes d'accord? Ce 11-là, c'est le 11-là, et le premier 11 ici. Ok, donc ça fait bien N2 fois 101. Et puis si je fais N6, bah, c'est pareil, hein, le truc, là, je l'ai écrit en 11, 11, 11, d'accord. Donc ça fait ce 11-là, c'est-à-dire N2 fois 1 avec 1, 2, 3, 4 0, d'accord, donc 10 000, plus N2 fois 100, puisqu'il me faut 2 zéros pour lui, plus N2. Ok, et donc ça vous fait N2 fois celui nombre là, c'est-à-dire 10 101. Ok, et donc on peut dire que NP c'est N de Q, maintenant je généralise, d'accord. Donc je l'écris 1, 1, 1, 2 Q fois, ok, parce que c'est P égale à 2Q. Donc ça fait Q fois, d'accord. Donc là je l'écris 11, 11, 11, d'accord, Q fois comme ça. Et puis je balance directement que ça fait 11 fois, et puis là c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. D'accord. Et il y a, si vous voulez la taille de ça, il y a Q fois le chiffre 1, d'accord. 1, 0, 1, d'accord. Voilà. Il n'y a qu'un seul égal ici. Bon, donc c'est par tâtonnement, c'est le moins propre, hein, clairement. Maintenant, beaucoup plus propre, on va faire une récurrence, d'accord, sur Q. Voilà, ok. Alors, par récurrence sur l'antinaturel Q. Donc, on va essayer déjà, donc, initialisation pour Q est égal à 2. Attention, c'est pas 1, d'accord, ça marcherait pas. Alors, pour Q est égal à 2, on a donc N4, 2 fois 2, hein, P égale à 4. Bon, on sait déjà que c'est un multiple de 11, donc la propriété est vraie pour Q est égal à 2. L'hérédité, alors je n'ai pas mis tout blabla, hein, mais il faut écrire, supposons la formule vraie, un rang Q plus grand que 2, d'accord, c'est supérieur ou égal à 2 ou strictement plus grand que 1. Ok, ok. Alors je sais que n de q est vrai, et moi je veux pour n 2 fois q plus 1, d'accord. Donc 2q plus 2, quoi. Ok, 1, 1, 1, donc 2q plus 2 fois, ok. Alors les deux derniers 1, je vais les isoler, c'est-à-dire je vais faire plus 11, d'accord. Donc là, dans mon reste, je vais avoir 2 0, ok. Donc mon nombre, il s'écrit 1, 1, 1, suivi de 2 0, et là, il y a q nombre 1, ok. Et là, je reconnais n de q, puisque c'est le rep unit avec que des 1, qui est multiplié par 100, puisqu'il se termine par 2 0, d'accord. Comme tout nombre multiplié par 100, il se termine par 2 0. Plus 11, ok. Et voilà, et donc j'ai terminé. Pourquoi? Parce que je sais que 11, il divise 11, clairement, et 11, il divise n de q par mon hypothèse de récurrence. Donc nous savons que n de q est divisé par 11, comme la somme de 2 diviseurs par 11 est encore un diviseur par 11, on en déduit que n de q plus 1, comme ça, 2q plus 2, quoi, est divisé par 11. Et donc la propriété est vraie au rang q. Et voilà, et donc la conclusion, c'est que pour tout q supérieur strictement à 1, puisque j'ai initialisé à 2, on a que n2 divise n de q, c'est-à-dire le np ici. Voilà. Alors, ça, c'est la méthode bien, quoi, si vous voulez, celle qu'on attend vraiment. Celle d'avant, là où j'ai écrit, bon, c'est pas très propre. Et sinon, il y a une méthode aussi, disons, experte, mais bon, il y a pas, ça casse pas direct non plus. C'est le critère de divisibilité par 11. Alors, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un nombre divisible par 11, si et seulement si la somme de ces chiffres de rang pair diminué, c'est-à-dire moins la somme de ces chiffres de rang impair, donc bien sûr, on raisonne qu'en base 10, hein, est divisible par 11. Donc qu'est-ce que ça donnerait ici? Donc en utilisant le critère divisible par 11, je sais que, alors, la somme des chiffres de rang pair de NP, c'est-à-dire N2Q, d'accord? Vous vous rappelez, il n'y avait que des 1, 1, 1, comme ça, il y en a 2Q fois, d'accord? Donc la somme des chiffres de rang pair, ça vaut Q, d'accord? Puisqu'il y a Q fois le 1, et puis la somme des chiffres de rang pair, c'est aussi Q, puisqu'il y a Q1, d'accord? Et il est... Ok, je vous remontre ça, excusez-moi. Peut-être comme ça, c'est le mieux, ouais. Il y a 2 Q fois, d'accord. Donc il y en a 1 sur 2 qui est qui a un rang pair et 1 sur 2 qui a un rang impair, ok. Lui de rang 0, le chiffre des dizaines de rang 1 et ainsi de suite. Et voilà.
Et donc c'est terminé, hein, puisque donc les deux sommes pardon, des chiffres de rang pair ou de rang impair valent Q, la différence des deux vaut 0, donc est divisible par 11. La différence des deux sommes étant divisée par 11, elle est nulle, hein, on en déduit que n de Q est divisible par 11. Ok. Voilà, alors ça c'est un critère qui n'est pas très simple, mais néanmoins il faut savoir le démontrer, hein. C'est un truc classique de terminale. Donc je vous rappelle juste le petit, une idée de la démo, hein. C'est que 10 est congruent à moins 1 modulo 11, d'accord. Donc ça veut dire, par la compatibilité des opérations algébriques, quand vous élevez à la puissance k, 10 puissance k, c'est congruent à moins 1 puissance k modulo 11, ok. Voilà, et donc comme un nombre n'importe qui, donc x ici, il s'écrit, ça c'est l'écriture en base 10, d'accord. Donc A0, A1, A2, etc. jusqu'à AN sont des chiffres, c'est-à-dire entre 0 et 9. Voilà, donc ça c'est l'écriture en base 10, c'est-à-dire ça s'écrit la somme des AK 10 puissance k, ou les AK cette fois-ci, bon, c'est toujours entre 0 et 9, mais ce sont les nombres cette fois-ci. Voilà, voilà. Et puis donc, qu'est-ce que je peux dire, bah, en base, quand je passe modulo 11, pardon, cette expression-là, donc ça me fait la somme des AK 10 puissance k modulo 11, c'est-à-dire la somme des AK, puisque AK modulo 11 c'est le AK, hein, il est compris entre 0 et 9 lui, donc il ne change pas. Et le 10 puissance k modulo 11, c'est le moins 1 puissance k modulo 11, d'accord. Ok, et puis maintenant, bah, je sépare simplement, puisque là j'ai une alternance de signes, donc je sépare les sommes, les rangs pairs et les rangs impairs, d'accord. Donc x est congruent à 0 modulo 11, c'est-à-dire est divisé par 11. Si et seulement si ceci est nul, modulo 11, ah oui, j'ai oublié de mettre, ah si, modulo 11, il est là. Si et seulement si, donc la somme des termes de rang pair est égale à la somme des termes de rang impair, ok. Voilà, modulo 11, attention, hein. C'est pas égal, hein, c'est congru à, ici, c'est congru à. Hop, voilà, je viens de modifier, c'est mieux comme ça, d'accord. Donc x est congru à 0 modulo 11, si et seulement si la somme des termes de rang pair est congrue à la somme des termes de rang impair modulo 11, ok. Donc la différence des deux est divisible par 11, voilà. Donc vous avez, enfin moi je vous ai proposé trois méthodes, hein, sachant que la deuxième, celle par récurrence, me paraît la plus simple, d'accord. Et ça il faut savoir faire, hein, si vous ne savez pas avec les congruences. Alors on en est à la 5b, on suppose que p est un multiple de 3 et on note que p est égal à 3 fois q ou q c'est strictement plus que 1. Il faut montrer que np est divisible par n3 sans 11. Alors on vient de faire grosso modo la méthode pour 2, pour d'accord. Donc là on doit la faire multiple de 2, maintenant c'est un multiple de 3. Je vous propose que bon, celle qui m'a le plus convaincu au niveau simplicité et rigueur, c'était la récurrence. Donc je vous propose de le faire par récurrence sur évidemment l'entier Q, d'accord. Donc on connaît la conclusion, il reste à faire l'initialisation et l'hérédité, allons-y. Initialisation, donc c'est Q égale à 2, puisque je suis strictement plus grand que 1. Donc je dois faire pour P est égal à 6, d'accord. Donc 6 c'est écrit 1, 1, 1, 1, 1, d'accord. 111 111. Et donc je peux voir que c'est 111 fois 1001. Voilà, je vous ai pris la calculatrice pour que vous soyez rassurés. 111 fois 1001, c'est ça, ça fait 111 111. Voilà, voilà, d'où N3, c'est lui, 111, divise N6, c'est lui. Et donc la propriété est vraie au rang Q est égal à 2. Après, bon, toujours pareil, hein, je suppose la propriété vraie à un rang Q et je dois la démontrer au rang Q plus 1, d'accord. Ok, donc au rang Q plus 1, c'est donc 3 fois Q plus 1, c'est-à-dire 3Q plus 3. Ok, donc là j'ai 3Q plus 3 fois. Alors, il y a plusieurs possibilités en fait. Donc il faut en isoler, comme tout à l'heure, hein, il faut isoler 3, 1, c'est-à-dire un 111. Donc soit vous le mettez au début, soit vous le mettez à la fin. Je préfère le mettre à la fin, je trouve que c'est plus simple. Donc j'écris que c'est les 1, 1, 1, comme ça, avec les 3 zéros derniers, et là il y a 3Q fois, plus le 111. Vous êtes d'accord que quand je fais ça plus ça me donne bien que des 1. Ok. Et donc ça, pourquoi c'est plus simple à mon avis, c'est plus simple, c'est parce que là, vous reconnaissez votre rep unit 3, N3Q, d'accord. N avec 3Q que des 1, fois 1000, ok. Donc c'est N3Q fois 1000 plus N3, d'accord. Et donc par hypothèse de récurrence, vous savez que, puisque vous l'avez supposé ici, N3Q est un multiple de N3, d'accord. Voilà, comme N3 divise N3Q, alors on en déduit que c'est la somme, donc 1000 N3Q plus N3 est un multiple de 3, bref, N3Q plus 1 est un multiple de N3. Ok, voilà, et vous en avez terminé la question. Voilà. Alors ensuite,
on suppose P entier non premier. Alors je vais souligner le non parce que dans le texte c'est NP, NP, et puis quand on lit P, on pense premier, alors attention, non premier, hein, d'accord. Et on pose P est égal à Q fois K, ou, euh, ah oui, c'est Q ici. Voilà, je l'ai changé, donc où Q et K sont des antinaturels strictement plus grands que 1. Et donc montrons que NP est divisé par NK. Alors je vous rappelle juste que un nombre qui n'est pas premier, on dit qu'il est composé, d'accord. C'est-à-dire qu'il s'écrit comme le produit de deux nombres, où vous précisez bien que les deux nombres ne sont pas 1 ou moins 1, enfin les inversibles de n, d'accord. Voilà, donc ici comme on est dans n, voilà, les inversibles de z, je voulais dire tout à l'heure, donc là comme on est dans les entiers naturels, hein, c'est strictement plus grand que 1, ne pas être inversible. Ok, alors allons-y. Donc NP, vous savez que ça s'écrit NQ fois K, d'accord. Donc voilà, je l'écris NQK comme ça. Alors moi je veux montrer que c'est un multiple de NK, mais en fait on pourrait aussi montrer que c'est un multiple de NQ, hein, puisque les deux ont le même, le même rôle, hein, ils sont complètement symétriques, hein, on ne connaît rien. Donc ok, donc Q fois K, ben, je vais l'écrire K plus K plus K plus K Q fois, d'accord. Q fois K, c'est bien ça. Donc je l'écris 1, 1, 1, d'accord, K fois, 1, 1, K fois, etc. Donc là c'est le même rep unit NK que je réécris Q fois. Vous êtes d'accord que les 1, des chiffres 1, j'en ai bien Q fois K fois. Ok. Voilà, et donc ça me dit, bah, c'est quoi. C'est donc ce NK là ici, c'est fois 10 puissance K Q-1, normalement. Alors oui, je commence plutôt par la fin. Lui, c'est le NK, d'accord. Après, ce rep unit là, il est multiplié par 10 puissance K, vous êtes d'accord, puisqu'il faut que des zéros ici. Ok, donc le NK qui était ici, il est fois 10 puissance K, etc. Le NK qui est ici, il est 10 puissance K Q-2, et là, donc Q-1 fois. Ok. Pour avoir donc ce rep unit là, le NK lui c'est celui-là, et après il me faut, bah oui c'est ça comme on peut le voir, Q-1 fois K avec des chiffres 0. Ok. Donc voilà, et donc vous voyez bien que NK, comme il divise chacun des termes de la somme, ben, il divise NP. Donc il s'ensuit que NK fois Q, d'accord, NP est un multiple de NK. Voilà, et donc, dernière question. Énoncer une condition nécessaire pour que NP soit premier. Est-ce que la condition est suffisante? Alors, la condition nécessaire. Donc, si je reformule ce que je viens de faire précédemment, je peux dire que si P est un nombre composé, c'est-à-dire produit de deux nombres non inversibles, donc non 1 ici, alors NP est un nombre composé. Vous êtes d'accord que si P est un nombre composé, donc il s'était écrit comme ça, alors NP est un nombre composé aussi. Ok. Voilà, donc par la contraposée, si NP est un nombre premier, alors nécessairement P doit être premier. D'accord. Et c'est bien une condition nécessaire. Donc si je cherche des NP premiers, bah, il faut que je regarde seulement pour les P premiers. Après, l'autre partie, c'est est-ce que c'est une condition suffisante? Bah non. Donc la condition, celle-là, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, puisqu'on sait que N3, donc 3 c'est bien premier, mais 111 c'est divisible par 3, 1, 2, 3. D'accord. Voilà, donc c'est une condition nécessaire et suffisante pour NP premier. Alors en fait, on en connaît très très peu des rep units premiers, d'accord. Il y en a très peu en fait. Alors continuons la partie de diviseur des rep units cette fois-ci. Alors si tes deux nombres premiers inférieurs à 10 n'apparaissant jamais dans les décompositions d'un rep unit, bah c'est facile, hein. Donc des nombres premiers inférieurs à 10, il n'y en a pas 50, il y a 2, 3, 5, 7, voilà, et qu'est-ce que vous en pensez? Ben, un rep unit, comme il s'écrit qu'avec que des 1, il ne peut jamais être un multiple de 2 ni de 5, vous êtes d'accord? Voilà, donc... ah oui, donc là, c'est ce que je... Oui, là, je fais ça, mais je fais tout, en fait. Ouais. Voilà. Ok, bon, bah, c'est tout, hein. Donc, il ne peut pas être multiple de 2 parce qu'il se termine jamais par 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8 même, puisqu'il se termine par un 1. Et il ne peut pas non plus être un multiple de 5 puisqu'il ne se termine pas par 0 ou 5 puisqu'il se termine par un 1. À quelles conditions sur le nombre auquel le nombre 3 apparaît-il dans la décomposition d'un rep unit? Donc dans la décomposition en facteur premier, bien sûr, si vous n'avez pas compris. Euh, donc c'est quoi? Ben, il faut que K soit lui-même un multiple de 3, d'accord? Puisqu'on sait que le test le critère de divisibilité par 3, c'est que la somme des chiffres soit divisible par 3, et la somme des chiffres de NK, c'est K. Donc voilà. Et puis le 3, ben, on a déjà vu, hein, une méthode.
Bref, voilà, bon, je vous mets tout ça. D'après les critères de divisivité par 2 et 5, NP n'est jamais divisible ni par 2 ni par 5. La condition, c'est seulement si K est divisible par 3. Et puis, d'après tout à l'heure, on avait que NK c'était 10 puissance K moins 1 sur 9. Donc voilà. Ok. Alors je vous rappelle hein, que c'est plus ou moins extrait d'un niveau terminal, hein, donc d'un bac. Donc c'est normal que ça soit pas qu'il y ait des trucs comme ça assez faciles. Donc déterminer la règle de division de 10 puissance K par 7 pour K compris entre 1 et 8 par exemple. Et donc on établit un tableau de concurrence bien sûr. Alors allons-y. Bon, ben voilà. Donc, déjà, avant d'établir le tableau, je vais faire des petits calculs. Donc, 10 est congru à 3 modulo 7, vous êtes d'accord hein. 10 c'est 7 plus 3. Voilà, et donc, par la compatibilité des opérations algébriques, normalement, puisque je fais de les 10 puissance k, je fais x10. Hein, donc, 10 fois 10, 10 au carré, est égal à 3 fois 10, 30. Alors, il faut que je fasse 28 plus 2. Mais sinon, plus simple, hein, c'est de dire qu'au carré, ça fait 9. D'accord. J'élève au carré. Donc, 10 au carré, ça fait 3 au carré, 9. D'accord. Ce qui fait 2 modulo 7. Alors attention, là je fais carré parce que 10 fois 10 c'est 10 au carré, mais après il faut faire vraiment fois 10, hein, d'accord. Donc après, toujours par la compatibilité des opérations algébriques avec la relation de congruence, je l'ai mise en gras parce que c'est ça qu'on attend de lire dans les copies. Hein. Donc je multiplie ça par 10, donc 10 au carré il devient 10 au cube, et le 2, je multiplie ça plutôt, et le 2 il devient 20 modulo 7, d'accord. Donc 20 modulo 7 c'est 14 plus 6, ouais c'est ça. Et donc ça fait que 10 puissance 3 il est congru à 6 modulo 7. Et ainsi de suite, hein, d'accord, je fais x 10, donc il est congru à 60 modulo 7. 60 c'est 8 fois 7 plus 4, d'accord. Ça fait 56, hein, plus 4, voilà. Et voilà, et donc vous obtenez ce tableau-ci normalement. Euh, voilà. Alors, comme vous le savez, hein, dès que vous retombez sur le même, après ça cycle, hein, d'accord. Là c'est 3, là c'est 2, donc après ce sera 6, après ce sera 4, 5, 1, 3, 2, etc. D'accord. C'est cyclique. Voilà, je vous ai mis les différents trucs. J'ai continué à m'amuser à faire x10 x10 pour avoir les différentes concurrences, pour remplir le tableau, jusqu'à obtenir quelque chose qui cycle, quoi. Ok. Alors la question c'est, dès maintenant, c'est démontrer que 10 puissance k est congru à 1 modulo 7 est équivalent à k est un multiple de 6. Alors on le voit ici, hein, 10 puissance k modulo 7 est congru à 1 si k est un multiple de 6. D'accord. Alors il faut quand même l'expliquer, hein, ça. Donc là, je ne vous ai pas donné d'indication, mais je suppose que vous savez faire. Donc en fait, on va diviser le k, donc on va prendre k quelconque, hein, 10 puissance k, et on va diviser k par 6. Donc qu'est-ce que je fais? J'effectue la division euclidienne de k par 6. Donc je suis dans n, hein, donc il existe un multiple QR d'entier tel que donc le reste il est strictement plus petit que 6 et k est égal à 6q plus r. Alors pourquoi ceci? Parce que mon 10 puissance k, je vais l'écrire avec cette nouvelle forme. 10 puissance k, c'est 10 puissance 6q plus r. Et alors là, je le représente bien. Donc ça fait, alors le 10 puissance r, je le mets de l'autre côté. Et le 10 puissance 6q, alors il faut que je fasse dans le bon sens, c'est 10 puissance 6 fois q, donc 6 puissance 6 puissance q. D'accord? Et pourquoi ça? Parce que comme ça, je me retrouve avec mon 10 puissance 6 ici, que je connais ici. D'accord? 10 puissance 6 ici, je sais que modulo 7, ça fait 1. Donc maintenant, cette relation-là, eh ben, je vais la faire passer en classe de congruence modulo 7 cette fois-ci, attention. Je suis en modulo 7, moi, ce qui m'intéresse ici. Donc en passant à 1, allez, modulo 7, j'ai donc 10 puissance k est congru à ceci, donc modulo 7. Ok. Voilà, mais comme 10 puissance 6, on sait que modulo 7 c'est congru à 1, je peux simplifier. Donc là ça fait 1 puissance q, bah, ça fait 1 quoi. Il me reste que 10 puissance k, c'est congru à 10 puissance r modulo 7. Ok pour l'instant, donc ça c'est vrai pour tout le monde, mais moi je sais que maintenant j'ajoute l'hypothèse que 10 puissance k c'est congru à 1. Donc par la transitivité de la relation de congruence, si 10 puissance k c'est congru à 1 modulo 7, alors 10 puissance r il est aussi congru à 1 modulo r. Et cette fois-ci le r il est seulement compris entre 0 et 6 strictement plus petit. C'est-à-dire entre 0 et 5 quoi. Ok, alors 10 puissance r est compris entre 0 et 5, d'accord. Et son reste doit être, enfin, est modulo 7, il doit faire 1. Bah, c'est pas l'un de ceux-là, hein, donc le seul qui ne soit pas, c'est 0 ici, vous êtes d'accord? Donc forcément, R est égal à 0. Donc ici, comme d'après le tableau précédent, R est nul, c'est-à-dire que donc K est un multiple de 6. Je vous rappelle que j'ai divisé K par 6 au départ. Ok. Voilà, donc il ne faut pas se tromper, hein, bon, c'est pas
Enfin, c'est une technique, voilà. Les puissances, il faut regarder 6 parce que 10 puissance 6 est congru à 1, d'accord? Donc c'est pour ça 6. Et puis après, évidemment, il faut passer aux classes de congruence modulo 7. Nous, ce qui nous intéresse, c'est modulo 7. Voilà, et donc on en déduit ceci, on a déduit que 7 divisé nk, si et seulement si, k est un multiple de 6, hein, c'est une équivalence grâce aux relations de congruence. Bon, je vous laisse rédiger ça. Et puis on passe à la partie 3, donc les répunites ne sont jamais des carrés. Ah oui, c'est classique. Ce critère de carré avec le modulo 20. Donc P un entier naturel strictement supérieur à 1. N'oubliez pas que P c'est pas forcément un nombre premier. Hein. On suppose l'écriture décimale de... Ah ouais, ça c'est N, c'est P. Ok, je vais mettre que des N alors. Oui, je vais mettre que des N. Et voilà, magie de l'enregistrement, effets spéciaux et tout, vous les avez vus, c'est devenu un N et par là aussi. Alors, qu'est-ce que je vous racontais Donc N carré se termine par 1, d'accord? Donc déjà, il faut essayer d'exploiter ici, et puis donc on va compléter le tableau de congruence ici. Alors, déjà le tableau de congruence, bon bah voilà, hein. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait 0 au carré, ça fait 0 modulo 10, 1 au carré c'est 1, donc voilà, 2 au carré c'est 4, bah, c'est tout, 3 au carré c'est 9, modulo 10 c'est toujours 9, 4 au carré c'est 16, hein, bon donc ça fait 6 modulo 10, 5 25 donc 5 modulo 10, 6 36 donc 6 modulo 10, 7 49, enfin bref c'est passionnant quoi, voilà. Ok, en déduire des questions secondes, pardon, en déduire qu'il existe un entier naturel n tel que n soit égal un entier naturel m, tel que n soit égal à... donc c'est m. Hein. Alors, en déduire qu'il existe un entier naturel m, tel que n c'est 10m plus 1 ou 10m moins 1. Ok. Donc, alors on sait déjà donc, que l'écriture de n2 se termine par un 1, c'est-à-dire que n carré est congru à 1 modulo 10. Ok. Voilà. Et puis donc, bah, comme j'ai le tableau ici de congruence, quels sont les nombres qui, élevé au carré, se terminent par un 1, enfin, modulo 10 sont congrus à 1. Il n'y a que 1 et 9. Okay, donc, d'après le tableau de congruence, on a nécessairement que n est congru à 1 modulo 10 ou n est congru à 9 modulo 10. D'accord? Donc ça veut dire, dans le cas n est congru à 1 modulo 10, que n est égal à 10m plus 1. D'accord? Il existe un m tel que 1. Ou 10m moins 1, dans le cas 9. Okay, dans le cas 9, c'est-à-dire il existe un m' tel que n soit égal à 10m' plus 9, d'accord? Et vous faites le plus 9, c'est un 10 moins 1, quoi, d'accord? Donc vous mettez le m est égal à m' moins 1, et, plus 1, pardon, et donc vous avez le moins 1 ici, ok? Et donc conclure que n2 est congru à 1 modulo 20, d'accord? Donc là on a une alternative, vous êtes d'accord? Soit n il s'écrit comme ça, soit il s'écrit comme ça. Donc en fait on va devoir montrer que quelle que soit l'alternative, quelle que soit l'écriture, j'ai toujours le même truc, d'accord? Donc on va raisonner par disjonction des cas. Ok, donc par disjonction des cas, premier cas, il s'écrit 10m plus 1, donc au carré, ça fait 10m plus 1 au carré, ça fait A2 plus AB plus B2, d'accord? 100m carré plus 20m plus 1, donc c'est congru à 1 modulo 20. Ou deuxième cas, pareil, je lève au carré, ça me fait 100m2 moins 20m plus 1, donc c'est toujours congru à 1 modulo 20. Ok? Et donc, conclusion, en raisonnant par disjonction des cas, on en déduit que dans les deux cas, n carré est bien congru à 1 modulo 20, donc c'est toujours vrai. Voilà, donc ce critère de carré, il est assez connu, assez classique. Et enfin, dernière question, donc dans cette partie-là, on déduit que pour n entier naturel supérieur ou égal à 2, le rep unit, donc nn, n'est pas le carré d'un entier. D'accord, bah écoutez, donc il faut utiliser forcément le critère précédent. Hein. Donc, qu'est-ce qu'un rep unit modulo 20? Bah, le rep unit modulo 20, attendez, je vais essayer de vous en trouver un, rep unit. Voilà, donc il s'écrit 1, 1, 1, et puis avec le 11 à la fin, d'accord? Modulo 20, bah forcément, ça va être congru à 11, ok? Puisque là, c'est x 100, hein, si jamais j'ai 2 zéros, et le x 100, évidemment, le 100, c'est un multiple de 20. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire. NP, il s'écrit 1, 1 avec P fois, d'accord? Donc 1, 1, et puis 2 0, P moins 2 fois, plus 11, ok? Donc c'est NP-2, ce rep unit là, fois 100, plus 11. Et comme 20 divise 100, donc on a déduit que NP est forcément congru à 11 modulo 20. Ok, donc d'un côté, je sais que les carrés là-haut, modulo 20, c'est congru à 1. De l'autre côté, je sais que
les rep unit modulo 20, ça vaut toujours, c'est toujours congru à 11. Bref, aucun rep unit ne peut être un carré d'entier. Ok. Voilà. Donc là, c'est pas ça, c'est enfin c'est non équivalent. Ouais. J'ai une barre qui me manque. Ok, dernière partie. Vous voyez que ça va vite. Hein. Alors, on veut savoir si, quand je prends un entier naturel n, il y a l'un de ces multiples qui a un rep unit. Donc voilà. Alors, première question, justifier rapidement que si n est un multiple de 2 ou de 5, alors aucun des multiples de n n'est un rep unit. Ok, donc je vais essayer de le refaire. Hein. Critère de divisibilité par 2. Vous savez que l'écriture décimale de tout nombre, de tout multiple de 2, pardon, se termine par l'un des chiffres 2, 4, 6, 8 ou 0, évidemment. Voilà, donc 0, et ce sont les chiffres hein, ici. Ok, donc aucun multiple de 2 n'est un rep unit, puisque les rep units se terminent tous par 1, et pareil, le critère de divisibilité par 5. Un entier est un multiple de 5, si et seulement si, donc dans son écriture décimale. Hein. Le chiffre des unités donc de son décimale, c'est 0 ou 5, et donc ça ne peut pas être un rep unit, puisque les rep units, c'est 1. Ok. Alors après, bon, j'ai laissé les questions telles que je les ai trouvées donc, dans le bouquin dans le TP Matix. Alors je suis pas convaincu que faire ça, ça permet de faire ça, mais bon bref. Euh, donc ils veulent un résultat un peu plus général, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est avoir un rep unit, c'est-à-dire que des 1, et là on va regarder un truc un peu plus général, c'est-à-dire que des 1 puis que des 0, d'accord. Donc on veut vous prendre un exemple, vérifier que R3 et R6 ont même reste dans la division euclidienne par 12. Bon bah vous prenez une calculatrice et c'est bon. C'est à peu près ce que j'ai fait. Hein. R3 et R6, voilà, bon, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Donc ils ont bien les mêmes restes dans la division euclidienne par 12, c'est-à-dire ils ont 3 pour reste de division euclidienne. Et puis donc, ils font déduire que 12 divise 111 000. Voilà, donc vous savez que R6 est congru à R3 modulo 12, c'est-à-dire que R6 moins R3, c'est congru à 0 modulo 12, bref. R6 moins R3, c'est ce nombre-là, qui est donc un multiple de 12. Ok, alors le cas général, maintenant, je prends grand N d'un entier naturel strictement plus grand que 1. Alors, montrer que si aucun des rep units, ni R1, ni R2, ni R3, ni etc., ni R grand N, le même, n'est multiple de grand N, alors au moins deux d'entre eux ont le même reste dans la division euclidienne par N. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le principe des tiroirs, le lemme des tiroirs. Alors, supposons qu'aucun des rep units, ni R1, ni R2, ni Rn, n'est un multiple de N, d'accord. Donc, je considère maintenant leur reste dans la division euclidienne par N. Et le reste, c'est entre 0 et grand N-1. Ok. Mais, puisqu'il n'est pas multiple de grand N, en fait, ça ne peut pas être 0. Donc, c'est entre 1 et grand N. D'accord. Et N-1, je veux dire. Ok. Donc, j'ai N-1 possibilité. Et là, j'ai N nombres. D'accord. Donc, ils ne peuvent pas être tous différents. Il y en a forcément deux qui sont égaux. Puisqu'ils ne prennent leur valeur que dans 1 jusqu'à grand N-1. Ok. Donc, voilà. Donc, leur reste dans la division euclidienne par N sont donc n nombres parce qu'ils sont n, hein, d'accord, tous compris entre 1 et n-1. Mais là, j'ai que n-1 possibilité, donc c'est bien le lemme des tiroirs. Imaginez que vos tiroirs ils soient indexés 1, 2, etc. jusqu'à n-1, et vous avez grand N objets. Donc il y a forcément deux objets dans l'un des tiroirs. Okay, donc le principe des tiroirs, dit de Dirichlet, hein, c'est qu'on a n plus 1 objets dans n tiroirs, alors il existe au moins un tiroir qui contient au moins deux objets. Okay, ils pourraient tous être dans le même. Voilà, et donc par le principe des tiroirs, on a déduit que il existe deux nombres qui ont le même reste dans la division euclidienne par n. Ok. Donc il y a deux nombres, RI et RJ, qui sont congrus l'un à l'autre, modulo n. Voilà, alors il ne faut pas avoir peur du principe des tiroirs, hein, c'est vraiment normal. Ok, donc n chaussettes qui occupent m tiroirs, si jamais vous avez plus de chaussettes que de tiroirs, forcément l'un des tiroirs contient au moins strictement plus d'une chaussette, d'accord. Donc c'est au moins des tiroirs et au moins strictement plus d'une chaussette, ok, ou au moins deux, ok. Voilà. Alors si vous n'aimez pas la version chaussette tiroir, vous pouvez préférer la version mathématique, c'est-à-dire que donc si E et F sont deux ensembles finis, pourquoi ça bouge tout le temps ce truc, tel que le cardinal de E soit strictement plus grand que le cardinal de F. Bon, j'espère que ça va plus bouger. Donc EF, deux ensembles finis, tel que le cardinal du premier soit strictement plus grand que le cardinal du deuxième. Et si F
de E dans F est une application, alors il existe un élément de l'arrivée qui admet au moins deux antécédents. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'application injective. Voilà, si vous aimez, si vous voulez pas faire le lemme des tiroirs version tiroir chaussette, vous faites ça. Ok, donc je viens de terminer avec ça. Donc j'en suis à ici. Quelle est l'écriture décimale de RI moins RJ? Bon, c'est facile. Hein. RI c'est 1, 1, 1 avec I fois et RJ c'est 1, 1, 1 avec J fois. Donc en supprimant ce qu'il faut. Voilà, RI moins RJ c'est donc ça. D'accord, donc j'ai I moins J 1 suivi par J0. Ok. Et donc on va déduire que tout unité naturel non nul n admet un multiple qui s'écrit avec des chiffres 1 suivi éventuellement de chiffre 0. Alors ça, on vérifie bien que RI moins RJ admet cette propriété, mais n'oubliez pas, au début, on a dit que montrer que si aucun, d'accord, il y a cette hypothèse-là, ok, donc on est encore dans une disjonction des cas, soit je suis ici, soit il existe, donc soit je suis dans ce cas-là, soit le cas d'avant, je ne suis pas dans ce cas, ok, c'est-à-dire qu'il existe un multiple de n qui est un rep unit, ok, donc ça, il faut bien l'intégrer dans votre truc. D'accord. Par dichotomie des cas, donc soit n admet un rep unit pour multiple, soit il n'admet pas de rep unit, c'est-à-dire ni R1, ni R2, etc., ni Rn. Ok. Et en ce cas, on a ce résultat ici. Ok. Et les rep unit, vous êtes d'accord qu'ils s'écrivent avec que des 1 et suivis éventuellement de 0, et éventuellement, il n'est pas là. D'accord. Voilà, et donc dans les deux cas, par disjonction, on vérifie que grand N vérifie toujours la propriété souhaitée. Ok, donc là on a démontré quoi? On a démontré que tout entier naturel n qui n'est pas ni multiple de 2 ni de 5 admet pour multiple un nombre qui s'écrit qu'avec que des 1 puis que des 0. Et donc maintenant on va donc faire le retour à la condition initiale, donc toujours dans le cas n ni multiple de 2 ni de 5. Première question, il faut montrer qu'il est premier avec 10. Alors en fait je sais pas trop, enfin bref, il y a plein de façons de faire ça. Hein. Ok, donc montrer qu'il est premier avec 10, moi je vais prendre la base, quoi, c'est-à-dire je vais prendre un diviseur commun donc de n et de 10, et je vais montrer que c'est forcément 1. Comme ça, il est premier, il y a le plus grand diviseur commun, ça sera 1. Ok. Donc voilà, donc soit D un diviseur commun de grand N et de 10, bah, comme je divise 10, N, hein, je ne connais pas grand-chose, mais par contre je divise 10, je connais ses diviseurs, c'est-à-dire que D c'est forcément 1, 2, 5 ou 10. Ah, mais on avait vu qu'on ne peut pas être un multiple D, c'est aussi un diviseur de N, donc ça ne peut pas être 2 parce que question 1, ça ne peut pas être 5 parce que question machin, ça peut encore moins être 10 parce que 10, si je suis un multiple de 10, je suis en particulier un multiple de 2 et un multiple de 5. Bref, ça peut pas être ni 2, ni 5, ni 10, bon bah alors c'est 1. Ok. Donc ça c'est l'épuisement des cas, c'est-à-dire j'ai viré tout le monde, sauf il y en a un qui a survécu, les derniers des Mohicans. Et voilà, et donc D est égal à 1, c'est-à-dire si j'ai un diviseur commun de n et de 10, D est égal à 1. Ils sont premiers entre eux. Voilà, bon, je pense qu'il y avait plein de façons de faire, par contraposer, machin. Bon, je vous en fais qu'une cette fois-ci. Ah, je viens de voir que j'avais parlé en micro éteint et peut-être enregistré autre chose. Bon, bref. Alors, attendez une seconde. D'après la question précédente. Oui, donc, n n'est pas un multiple de 2 et de 5. Ça, c'est l'hypothèse depuis grand 4. Donc, n est premier avec 10. Voilà, et donc je sais que, d'après la question machin, qu'il existe un multiple de n, donc je l'ai appelé n fois k, qui s'écrit, alors j'ai repris l'écriture de tout à l'heure, c'était le rep unit, c'était ri-j fois 10 puissance j. Vous vous rappelez, là c'est les i-j 1, 1, 1, 1, et puis là c'est les j0 qui suivent. Ok, donc avec ça, pardon, je vais bricoler un autre multiple de n qui soit vraiment le rep unit, celui-là. Donc bah, vous voyez que 10 puissance j, il divise n fois k. D'accord. Donc 10 puissance j divise n fois k. Mais comme n est premier avec 10, bah, il ne risque pas de diviser n. D'accord. Donc 10 puissance j divise k. Donc je vais considérer k' qui est le k sur 10 puissance j. C'est bien un entier naturel. Ok. Et maintenant le n fois k', eh ben, c'est le même, mais enlever le divisé par 10 puissance j, c'est-à-dire nj, ni moins j, quoi. Ok, donc grand N admet un de ces multiples qui est vraiment un rep unit. Donc la conclusion des conclusions, eh ben, pour tout entier naturel grand N, non multiple ni de 2 ni de 5, admet un multiple qui est un rep unit. Ok. Voilà, alors
C'est tout pour cette fois. Il y avait d'autres possibilités à faire. Par exemple, ici, un peu d'informatique. Essayer de trouver un programme. Je rentre mon entier naturel n et le programme il doit me sortir par quel nombre il faut que je le multiplie pour obtenir le rep unit. D'accord, n étant au départ ni un multiple de 2 ni un multiple de 5. Ok. Alors les difficultés de ce programme, je ne vous les ai pas données parce que voilà. Parce que à l'intérieur, il faut faire un test pour tester est-ce que le multiple que j'ai, donc je vais faire n fois 2, n fois 3, n fois 4, n fois 5, etc. et tester à chaque fois est-ce que je suis un rep unit. Et justement, le test de rep unit, il n'est pas si simple que ça, d'accord. La difficulté, c'est ça. Bon, il faut. Parce que il est décomposé en base 2 dans votre ordinateur, donc il faut le redécomposer en base 10 en faisant des divisions euclidiennes, etc. Bon, ou des règles de division euclidienne plutôt. Bon, c'est pas simple, c'est pas compliqué non plus, mais voilà, c'est un peu long à faire. Donc on s'arrête comme ça. Parfait.